Ils disent le diable n'a pas toujours corne. Parfois, il porte un sur-mesure costume italien et s'assied en face de vous à une table en acajou. Caleb Sterling pensait il était le roi du monde. Il tenait le stylo comme une arme, riant dans sa fame's face comme il signait les papiers de divorce. Il croyait la laisserait démunie. Il avait la maîtresse, la compagnie et les milliards. Mais il fit un fatal calcul. Il assumait sa femme silence était faiblesse. Il ne savait pas que le moment l'encre sécha sur ses papiers de divorce. Une clause dormante dans un milliardaire's testament déclencherait une réaction en chaîne qui le dépouillerait de tout. Il pensait il signait un traité de victoire. En réalité, il signait son propre avis d'expulsion de la haute société. L'air dans la salle de conférence de Olay et associés était si froid il aurait pu préserver un cadavre. C'était approprié, Isabelle pensa, parce que quelque chose mourait définitivement dans cette pièce aujourd'hui. Elle s'assit avec ses mains pliées sur ses genoux, sa posture parfaite, son visage un masque d'indifférence pratiquée. Elle portait une simple robe anthracite, une qu'elle avait possédée pendant 5 ans. En face d'elle s'assit Caleb Sterling, l'homme qui avait promis de l'aimer jusqu'à la mort les sépare. Apparemment, la mort était arrivée tôt, et cela ressemblait remarquablement à une crise de la quarantaine enveloppée dans un costume bion. Caleb ne juste pas paraissait réussi. Il rayonnait le genre de richesse arrogante qui aspirait l'oxygène d'une pièce. Il était penché en arrière dans le fauteuil en cuir, faisant tourner un stylo plume en or, un cadeau qu'elle lui avait acheté pour leur premier anniversaire entre ses doigts. « Tu sais, Isabelle, » Caleb dit, sa voix douce et dégoulinant de fausse sympathie. « Nous aurions pu faire ça par email. Tu n'avais pas à venir en personne pour voir l'empire que tu perds. » Il regarda son avocat, un homme au visage de requin nommé Arthur Penhaligon, et gloussa. Je suppose elle voulait un dernier regard sur le gagnant. Isabelle ne cligna pas. Juste signe les papiers, Caleb. Impatiente. Caleb leva un sourcil. Je te fais une faveur. Vraiment? Ce contrat de mariage, il est blindé. Arthur ici s'est assuré de cela il y a 10 ans. Tu obtiens l'appartement en ville, ce qui franchement est généreux, considérant que tu as contribué exactement 0 à Sterling Dynamics au cours de la dernière décennie et une allocation mensuelle pour 2 ans. Après cela, tu es seul, chérie. J'ai lu les papiers, Caleb, Isabelle dit tranquillement. Sa voix était ferme, mais sous la table, ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Je sais avec quoi je pars. Et ce que tu abandonnes, Caleb corrigea, son sourire s'élargissant. Tu abandonnes d'être la femme de l'innovateur technologique de l'année. Tu abandonnes les galas, les jets privés, le domaine de Hampton. Et pourquoi? Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui comprend réellement mon ambition, quelqu'un qui correspond à mon énergie. Isabelle savait de qui il parlait. Jasmine, son assistante personnelle de 24 ans. Le cliché était si épais, il était presque suffocant. Jasmine avec son bronzage artificiel et ses yeux affamés, qui avait organisé son emploi du temps jusqu'à 3 heures du matin, se racle la gorge pendant les 6 derniers mois. Comprend-elle ton ambition, Caleb? Isabelle demanda doucement. Ou comprend-elle ta limite de carte de crédit? Le sourire de Caleb vacilla pendant une fraction de seconde, ses yeux se rétrécissant. Il claqua le stylo sur la table, le claque aigu résonnant sur les murs de verre. « Surveille ta bouche », il claqua. « Jasmine a plus de folie dans son petit doigt que tu n'en as eu dans tout ton corps pendant 10 ans. Tu es un fantôme, Isabelle. Tu flottes autour de la maison arrangeant des floches et lisant des livres, vivant de mon dur travail. J'ai construit Sterling Dynamics depuis le sol. Moi, personne d'autre. Et je ne laisserai pas une Sang-Zui en prendre la moitié juste parce qu'elle m'a préparé le dîner quelques fois en 2015. » Il saisit le document, tournant à la dernière page agressivement. Arthur Penhaligon se racla la gorge. « Monsieur Sterling, juste pour réitérer pour le dossier, en signant ceci, vous dissolvez formellement le mariage. Les actifs restent strictement séparés selon le contrat prénuptial de 2014.
Mademoiselle Isabelle renonce à tout droit à de futures options d'achat d'actions dans Sterling Dynamics et les propriétés Kensington. Je sais ce que ça dit, Arthur. Caleb ricana. Il regarda Isabelle, ses yeux brillants de cruauté. Entends-tu ça, Isabelle? Tu renonces au droit à mon futur. Il mit le stylo sur le papier. Le bruit de grattement était fort dans le silence. Il signa son nom avec une fioriture, une grande signature balayante qui prit plus d'espace que nécessaire. Caleb Sterling. Il jeta le stylo et rit. C'était un froid son aboiement. Fait. Libre enfin, il se leva, boutonnant sa veste. Vous avez 30 jours pour quitter la résidence principale. Je ferai envoyer vos affaires par les déménageurs à l'appartement. Ne prends rien qui n'est pas explicitement à toi. J'ai une liste d'inventaire. Isabelle se leva lentement. Elle ramassa le stylo qu'il avait jeté le cadeau d'anniversaire. Elle le regarda un instant, puis le regarda. « Tu penses vraiment que tu as tout construit toi-même, n'est-ce pas, Caleb? » demanda-t-elle. « Je sais que je l'ai fait, » il ricana. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un dîner de célébration à assister. Certains d'entre nous ont des vies à vivre. » Il se tourna et sortit dans la tempête de la salle de conférence. Arthur se bousculant pour le suivre. La lourde porte en verre se referma, laissant Isabelle seule dans le silence. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle plongea la main dans son sac à main et sortit un téléphone vibrant. Elle regarda l'écran. C'était un numéro auquel elle n'avait pas parlé depuis des années. Étiqueté simplement l'exécutif, elle répondit. « C'est fait, » elle murmura. « Il a signé. » Une profonde voix rauque à l'autre bout répondit. « Très bien, Madame Sterling. Où devrais-je dire Kensington? Les conditions de votre grand-père ont enfin été remplies. Nous procéderons à la lecture du testament immédiatement. » Isabelle raccrocha. Elle marcha à la fenêtre et regarda en bas les rues animées de New York City. En bas, elle vit Caleb monter dans sa limousine noire. Il appelait probablement Jasmine maintenant. Il riait probablement. « Rise tant que tu peux, Caleb, » elle murmura au verre. « Tu viens de signer l'unique protection que tu aies jamais eue. » Le champagne à Loukou coûtait 3000 $ la bouteille. Mais pour Caleb, il goûtait la liberté. Il s'assit à la meilleure table de la maison, celle réservée aux célébrités de la liste A et aux politiciens. En face de lui s'assit Jasmine. Elle portait une robe rouge qui était spécifiquement conçue pour attirer l'attention. Et cela fonctionnait. Chaque œil dans le restaurant était sur eux, et Caleb s'en délectait. « À nous !» Jasmine ronronna, faisant teinter sa flûte en cristal contre la sienne. Ses ongles étaient fraîchement manucurés, longs et pointus, peints d'un cramoisi profond. Et à se débarrasser du poids mort, Caleb rit, prenant une longue gorgée. Dieu, j'aurais dû le faire il y a des années, en voyant son visage. Jasmine, c'était pathétique. Elle resta juste là, assise, ne se battit même pas. Elle sait qu'elle n'est rien sans moi. Elle pleure probablement dans une pinte de crème glacée maintenant. Jasmine gloussa. Alors, dis-moi encore à propos de la maison. Quand pouvons-nous redécorer ce terne victorien qu'elle aimait être hideux? Donnez-lui un mois. Caleb agita sa main d'un geste de dédain. Les avocats doivent vider ces bricoles. Une fois qu'elle est partie, tu peux vider l'endroit. Fais-le moderne. Fais-le adapté pour une femme de milliardaire. Les yeux de Jasmine s'illuminèrent au mot femme. Elle tendit la main à travers la table et serra sa main. Tu es le meilleur bébé. Sterling Dynamics va atteindre la stratosphère ce trimestre, n'est-ce pas? Stratosphère? Caleb ricana. Nous allons dans le stellaire. Le nouveau contrat de puce IA avec le département de la Défense est pratiquement une affaire conclue. Une fois que cela signe la semaine prochaine, l'action triplera. Je serai l'homme le plus riche de l'État et je n'aurai pas à partager un sou avec Isabelle. Il sortit son téléphone pour vérifier le ticker boursier, une habitude qu'il ne pouvait briser, même pendant un dîner romantique. Sterling Dynamics STR plus 2,4%.
flèche verte. Tout venait d'en haut. Caleb. Soudain, son téléphone vibra avec un appel entrant. Il fronça les sourcils. C'était d'un numéro inconnu, mais il avait une étiquette de priorité utilisée par les cabinets d'avocats de haut niveau. Une seconde, bébé, Caleb dit, levant un doigt. Il répondit au téléphone avec sa voix de PDG, brève, autoritaire et impatiente. Ceci est Caleb Sterling. Monsieur Sterling, une voix formelle et sèche parla. Ceci est Alistair Blackwood, associé principal chez Blackwood Finch et C. Caleb fit une pause. Blackwood Finch et C n'étaient pas juste un cabinet d'avocats. Ils étaient une institution. Ils représentaient l'argent ancien, le genre d'argent qui ne criait pas. Ils chuchotaient et les gouvernements tombaient. Ils étaient bien au-dessus de son grade de salaire habituel. J'écoute, Caleb dit. Son intérêt culmina. Je vous contacte concernant la succession de M. Archibald Kensington. L'avocat dit. Caleb cligna des yeux. Kensington. Le nom sonnait vaguement familier, puis ça a cliqué. Isabelle's nom de jeune fille était Kensington, mais elle lui avait dit que ses parents étaient des inconnus de la classe moyenne qui sont morts dans un accident de voiture quand elle y avait 20 ans. Elle n'a jamais mentionné un Archibald. Je pense que vous avez le mauvais numéro, Caleb dit. Je viens de divorcer une Kensington, mais elle n'a pas de famille qui vaille un barrage. Se racle la gorge. Monsieur Archibald Kensington était Isabelle's grand-père. L'avocat continua son ton glacial. Il est décédé hier soir à Zurich. Selon ses instructions, son dernier testament est à lire immédiatement après son décès à condition que certaines conditions familiales soient remplies. L'esprit de Caleb s'emballa. Un grand-père à Zurich qui sonnait comme des actifs cachés. Si le vieil homme avait de l'argent et Caleb était techniquement toujours légalement connecté, jusqu'à ce que le décret de divorce soit déposé par le greffier du tribunal demain matin. L'avidité aiguë et soudaine pointa dans sa poitrine. Y a-t-il un héritage? Caleb demanda sans embâche. La succession est significative, l'avocat répondit, choisissant ses mots soigneusement. Vous êtes nommé dans le testament, Monsieur Sterling. Votre présence est requise à la lecture demain matin à 9000 acres. Suite Penthouse, 5e Avenue. Je suis nommé dans le testament. Caleb répéta un sourire se répandant sur son visage. Oui, explicitement. Je serai là, Caleb dit. Il raccrocha le téléphone et regarda Jasmine, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est? Jasmine demanda, sentant le changement dans son humeur. Tu ne vas pas croire ça, Caleb murmura, se penchant. Isabelle's grand-père vient de mourir à Zurich. Apparemment, la vieille chauve-souris avait de l'argent. Devine qui est nommé dans le testament. Jasmine Aletta. 3 mois, Caleb claqua sa main sur la table triomphalement. Le vieil imbécile ne savait probablement pas que nous divorcions encore. Ou peut-être il m'aimait plus qu'il n'aimait sa petite fille ennuyeuse. Imagine ça, Jasmine. Je la divorce, garde tout mon argent et ensuite j'hérite d'une partie de la sienne avant même que l'encre ne soit sèche. Oh mon Dieu, Caleb. Jasmine queena. C'est la justice poétique. Combien penses-tu que c'est? S'il utilise Blackwood et Finch, ce n'est pas des cacahuètes. Peut-être quelques millions, assez pour t'acheter ce yacht dont nous avons parlé. Il fit signe au serveur pour une autre bouteille. Qu'il continue de venir, il cria. Nous célébrons un enterrement. Ils rirent dans la nuit, ivre de champagne et du bris. Caleb se sentait invincible. Il avait abandonné la femme, gardé la compagnie, et maintenant il était sur le point d'obtenir un paiement final de son arbre généalogique. Il ne remarqua pas l'homme au costume gris assis à 3 tables de distance, le regardant par-dessus un journal. L'homme ne mangeait pas. Il regardait juste Caleb rire. Il sortit un téléphone et envoya un seul message texte. Il a pris l'appât. Le piège est tendu. Le lendemain matin, le soleil se leva sur New York City avec une luminosité aveuglante. Mais pour Caleb Sterling, l'obscurité commençait juste à s'amasser. Il se réveilla avec une légère gueule de bois, mais l'adrénaline de l'héritage potentiel l'emporta. Il s'habilla dans son plus intimidant costume bleu marine, vérifia son reflet dans le miroir et se fit un clin d'œil.
C'est l'heure du spectacle, Caleb, il dit. Il laissa Jasmine dormir dans les draps de soie et prit l'ascenseur jusqu'à son chauffeur. Comme la voiture naviguait à travers le trafic du matin vers la 5e avenue, Caleb afficha les nouvelles sur sa tablette. Un titre attira son regard. Compagnie holding inconnue. Aurora acquiert d'importantes dettes technologiques. Il fit défiler devant. Carabia financier. Se racle la gorge. Il ne se souciait pas de la dette. Il se souciait des actifs. Il arriva au 5e avenue à 8h55 du matin. Se racle la gorge. Le bâtiment était élégant, timidant, et criait le pouvoir. Il prit l'ascenseur privé jusqu'au penthouse. Quand les portes s'ouvrirent, il s'attendait à un bureau étouffant. Au lieu de cela, il entra dans une pièce qui ressemblait plus à une salle du trône. Fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique de la ville. Les murs étaient tapissés de livres qui semblaient plus vieux que le pays lui-même. Et là, assise à la tête d'une massive table en chêne, était Isabelle. Caleb s'arrêta dans ses pas. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Isabelle ne ressemblait pas à la femme d'hier. Elle portait une robe noire qui lui allait comme une armure. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné, étaient lâches et coulaient sur ses épaules une élégante vague. Elle portait un collier qu'il n'avait jamais vu auparavant, un saphir massif entouré de diamants qui semblait assez lourd pour couler un navire. Elle ne se leva pas, elle fit simplement un geste vers la chaise vide à l'extrémité opposée de la longue table. « Tu es en retard, Caleb, » elle dit. Sa voix était différente, plus profonde. Elle tenait une résonance d'autorité qu'il n'avait jamais entendue. « Je ne suis pas en retard, je suis juste à l'heure. » Caleb claqua, recouvrant son calme. Il marcha à la chaise et s'assit. « Je suppose que tu es ici pour les aumônes aussi. » Le vieil homme t'a-t-il laissé quelques miettes? Quelque chose comme ça, Isabelle dit, un faible sourire illisible jouant sur ses lèvres. Monsieur Blackwood, l'avocat du téléphone, se tenait près de la fenêtre. C'était un homme grand avec des cheveux argentés et des yeux comme du silex. Il marcha au centre de la table et posa un seul épais classeur en cuir. « Nous sommes ici pour lire le dernier testament du Archibald Kensington, » Blackwood annonça. Duc de Montrose et actionnaire majoritaire du groupe Aurora Holdings. Caleb se figea. Duc Aurora Holdings. Il regarda Isabelle, elle le fixait droit, et pour la première fois en 10 ans, Caleb Sterling sentit un frémissement de peur véritable. « Devons-nous commencer? » Blackwood demanda. « S'il vous plaît, » Isabelle dit, ses yeux ne quittant jamais ceux de Caleb. « Mon ex-mari meurt d'envie de savoir ce qu'il vaut. » Duc. Caleb répéta le mot goûtant comme des cendres dans sa bouche. Il regarda autour de la pièce, s'attendant à ce que quelqu'un saute avec un appareil photo. « Est-ce une blague, Isabelle? Depuis quand es-tu de la royauté? »« Tu as grandi en Ohio. J'ai grandi dans des pensionnats qui coûtaient plus que ta première start-up, Caleb. » Isabelle répondit, sa voix douce et dépourvue du tremblement timide auquel il était habitué. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Cette partie était vraie, mais ils n'étaient pas des inconnus. Ils étaient les enfants rebelles de la maison de Montrose. Mon grand-père Archibald ne leur a jamais pardonné d'avoir quitté le troupeau, mais il n'a jamais cessé de me regarder. » Monsieur Blackwood se racla la gorge, le son assez aigu pour couper le verre. Il ouvrit le classeur en cuir. Les pages étaient épaisses, de vélin crème couvertes de dense, élégante calligraphie. « À ma petite fille, Isabelle Victoria Kensington. Blackwood lutte. Je laisse l'entièreté de la succession Kensington, y compris les propriétés à Zurich, Londres et le vignoble à Bordeaux. De plus, elle assume le contrôle total du groupe Aurora Holdings, une société de capital investissement avec une valorisation actuelle de 42 milliards de dollars. » Caleb sentit le sang quitter son visage. 42 milliards. Ce n'était pas juste riche, c'était un État-nation riche. C'était par les lois riches. Cependant, Blackwood continua, ses yeux papillonnant vers Caleb. Cet héritage était sujet à une clause stricte, la clause de caractère.
Isabelle ne devait pas évaluer un seul sou de la fortune familiale tant qu'elle était mariée à un homme de fibre morale insuffisante. Si le mariage se dissolvait en raison de l'infidélité ou de la cruauté du mari, la fiducie se débloquerait immédiatement après la signature des papiers de divorce. La bouche de Caleb tomba ouverte. « Tu m'as piégé. »« Je ne t'ai pas fait tricher, Caleb. » Isabelle dit, se penchant en avant. Ses yeux étaient de froid saphir. « Je ne t'ai pas fait rire pendant que tu me signais pour une assistante de 24 ans. Je t'ai donné 10 ans pour prouver que tu étais un homme bon. Tu as échoué chaque jour, mais je suis resté. Je suis resté parce que j'espérais que tu changerais. Mais hier, tu m'as montré exactement qui tu es. » C'est fou, Caleb se leva sa chaise, raclant bruyamment contre le sol. « Je poursuivrai en justice. J'étais marié à toi pendant une décennie. J'ai droit à une portion de l'appréciation maritale. » « Asseyez-vous, Monsieur Sterling. » Blackwood aboya. L'autorité dans sa voix était absolue. Caleb, à sa propre surprise, s'assit. « Nous n'avons pas atteint votre legs spécifique, Monsieur Sterling. » Blackwood dit un cruel éclat dans son œil. « Archibald était très spécifique à propos de vous. Il avait ses enquêteurs vous regardant depuis 2015. Il m'a laissé quelque chose. » Caleb demanda une lueur d'espoir revenant. Peut-être le vieil homme respectait un collègue requin. Oui. Blackwood tourna la page. Article 4B concernant Caleb Sterling. À l'homme qui pense qu'il est un dieu auto-fait, je laisse la vérité. Blackwood tira un seul document mince du dossier et le fit glisser sur la longue table. Il s'arrêta parfaitement devant Caleb. Caleb le ramassa. C'était un accord de prêt très familier. Ceci est le financement d'amorçage pour Sterling Dynamics. Caleb fronça les sourcils. De Vanguard Ventures. J'ai remboursé cela il y a des années. Regardez la signature au bas des papiers d'Incorporation Vanguard. Isabelle dit doucement. Caleb tourna la page. Là, dans la même écriture balayante que le testament était le nom, se racle la gorge, Archibald Kensington. Vanguard Ventures est une société écran, Blackwood expliqua. Entièrement détenue par Aurora Holdings, votre argent d'amorçage initial. Il venait de la fiducie d'Isabelle. Votre financement de série B en 2018, quand le marché s'est effondré, Isabelle l'a autorisé. Le prêt d'urgence que vous avez pris l'année dernière pour couvrir le prototype raté du projet Mercury, c'était d'Isabelle. Caleb fixa les papiers, ses mains tremblant. Son entière identité, le génie auto-fait, l'homme qui s'était tiré par ses propres lacets, était un mensonge. Il avait été subventionné par la tirelire de sa femme tout le temps. « J'ai construit de la technologie », Caleb murmura, sa voix se brisant. « Le code, les brevets. Tu as construit la technologie sur une fondation de mon argent. » Isabelle le corrigea. « Et voici le coup de pied, Caleb. Tu connais ce contrat de mariage blindé dont tu étais si fier, celui qu'Arthur a écrit. » Caleb hocha la tête bêtement. « Il sépare nos actifs, » Isabelle dit. Il dit, « Je garde ce qui est à moi, et tu gardes ce qui est à toi, tandis qu'Aurora Holdings est à moi. Et Aurora Holdings possède la dette de Sterling Dynamics. » Elle fit signe à Blackwood. « À partir de ce matin, » l'avocat déclara, « Mademoiselle Kensington, agissant comme PDG d'Aurora Holdings, a exigé toutes les dettes impayées dues par Sterling Dynamics. » « Tu ne peux pas faire ça, Caleb Alta. Les prêts ont des dates d'échéance 2030. Lis les petits caractères sur le prêt d'urgence que tu as signé l'année dernière. » Blackwood dit, Clause 12. Le prêteur se réserve le droit d'exiger le remboursement immédiat intégral si le caractère ou la réputation publique de l'emprunteur est jugé un risque pour l'investissement. Votre divorce public, initié par vous d'une manière humiliante, a déclenché cette clause de risque. Combien? Caleb étouffa. Combien dois-je? 350 millions de dollars, Blackwood dit calmement.
payable dans les 48 heures où Aurora Holdings saisit toutes les garanties, ce qui, selon vos dépôts, est l'entièreté de la propriété intellectuelle de Sterling Dynamics, le siège social et votre portefeuille d'actions personnelles. Caleb sentit la pièce tourner. Il regarda Isabelle. Elle ne souriait plus. Elle semblait juste fatiguée. « Tu t'es moqué de moi, Caleb, » elle dit tranquillement. « Tu m'as dit que j'étais un fantôme. » Eh bien, tu avais raison. Je suis le fantôme qui va te hanter. Caleb se leva, trébuchant légèrement. Je peux arranger ça. J'ai des investisseurs, le contrat de défense. J'aurai l'argent. Bonne chance, Isabelle dit, ramassant sa tasse de thé. Tu as 47 heures. Et elle vérifia sa montre en diamant. 14 minutes. Caleb se tourna et courut. Il courut hors du penthouse, passant des secrétaires, et dans l'ascenseur. Il avait besoin d'aller au bureau. Il avait besoin d'appeler Jasmine. Il avait besoin d'un verre. Mais surtout, il avait besoin d'arrêter les cris dans sa tête qui ressemblaient suspectement à son propre empire s'effondrant. Le trajet vers le quartier général de Sterling Dynamics fut d'un flou de panique. Caleb criait dans son téléphone, réprimandant son directeur financier, un homme frénétique nommé Timothy Graves. « Qu'est-ce que tu veux dire, Jlaise ?» Caleb hurla, son visage pressé contre la vitre de la limousine. « Déplace les comptes offshore. Transfère la liquidité de la coquille des Caïmans. »« Je ne peux pas, Caleb. » La voix de Timothy était aiguë d'hystérie. « Les comptes sont signalés. La SEC a envoyé un avis il y a 10 minutes. Quelqu'un les a mis au courant de la comptabilité créative sur le rapport du 3e trimestre. Ils ont gelé les fonds opérationnels de l'entreprise en attendant un audit. Qui les a mis au courant? » Caleb rugit. « Je ne sais pas, et l'ordre d'audit est venu du très haut niveau. La paye de Caleb est due vendredi. Si nous ne pouvons pas accéder aux comptes, les ingénieurs partent. » Caleb jeta le téléphone contre le siège en cuir. Isabelle, elle n'avait pas juste rappelé les prêts. Elle avait bombardé le pont. La limousine s'arrêta en grinçant devant la tour de verre étincelante de Sterling Dynamics. Habituellement, Caleb marchait par les portes d'entrée comme un dieu descendant de l'Olympe. Aujourd'hui, il tomba pratiquement de la voiture. Il traversa le hall en tempête, ignorant les salutations surprises des réceptionnistes. Il entra en coup de vent dans l'ascenseur exécutif et appuya sur le bouton du 40e étage. Quand les portes s'ouvrirent, il s'attendait au bourdonnement habituel de productivité de haute technologie. Au lieu de cela, il trouva le chaos. Les gens étaient rassemblés en grappe, chuchotant. Les téléphones sonnaient sans réponse. Debout au milieu du bureau, à air ouvert, était Jasmine. Elle n'organisait pas d'horaire. Elle tenait une boîte de banquier, y vidant le contenu de son bureau. Caleb marcha vers elle, saisissant, se racle la gorge son bras. « Qu'est-ce que tu fais? » Jasmine sursauta, laissant tomber une agrafeuse. Elle le regarda, et pour la première fois, ses yeux ne contenaient aucune adoration, aucune faim, seulement la peur et le calcul. « Je pars, Caleb, » elle dit, retirant son bras. « Partir? Nous sommes au milieu d'une crise. J'ai besoin que tu coordonnes l'équipe de relations publiques. Nous devons retourner cette nouvelle de divorce avant que l'équipe d'Isabelle ne la divulgue. » « La nouvelle est déjà sortie, Caleb, » Jasmine dit, sortant son téléphone. Elle le lui fourra au visage. C'était une alerte de Wall Street Journal. PDG de Sterling Dynamics en péril financier. Compagnie holding mystère exige une dette massive. Et ce n'est pas seulement ça, Jasmine siffla. Les RH viennent d'envoyer un mémo. Salaire retardé indéfiniment. Caleb, j'ai un loyer. J'ai un bail sur cette Mercedes que tu m'as dit d'obtenir. Je paierai pour ça, Caleb cria, faisant que tout le bureau devienne silencieux. Je suis bon pour ça. Je suis Caleb Sterling. Laisses-tu? Jasmine recula, serrant sa boîte. Mon amie à la comptabilité dit que nous sommes endettés jusqu'au cou. Elle dit que la compagnie qui possède notre dette est Aurora. N'est-ce pas la compagnie que tu as dit que le grand-père d'Isabelle possédait? Caleb pâlit.
Le bureau écoutait. Chaque ingénieur, chaque programmeur, chaque stagiaire le regardait. Jasmine, viens dans mon bureau. Caleb baissa sa voix, essayant de reprendre le contrôle. Bébé, s'il te plaît, c'est juste un hoquet, une crise de liquidité. Je suis en train de le réparer. Le contrat de défense signe demain. C'est 500 millions d'avance. Nous nagerons dans l'argent. Jasmine le regarda, cherchant la confiance qui habituellement lui faisait trembler les genoux. Mais elle ne vit plus un titan milliardaire. Elle vit un homme transpirant, désespéré dans un costume qu'il ne pouvait plus se permettre. « Je ne peux pas prendre le risque, Caleb, » elle dit. « J'ai 24 ans. Je ne peux pas être lié à un navire qui coule. Je suis désolé. » Elle se tourna et marcha vers les ascenseurs. « Jasmine. » Caleb cria. « Tu t'en vas. Maintenant, tu n'as rien. Pas de yacht, pas de manoir, mieux rien que la prison. » Elle cria en arrière, les portes de l'ascenseur glissant fermées entre eux. Caleb se tenait seul au centre de son empire. Il sentit les yeux de ses employés le percer, se racle la gorge. « Retournez au travail », il beugla sur eux. « Tout le monde où vous êtes tous virés. Personne ne bougea. » Puis un par un, les ingénieurs seniors commencèrent à ramasser leurs sacs. Caleb se tourna et s'enfuit dans son bureau, claquant la lourde porte et la verrouillant. Il s'appuya contre le bois, respirant lourdement. Pince pense. Le contrat de défense. General Holloway. C'était la bouée de sauvetage. S'il pouvait faire signer Holloway l'accord aujourd'hui, 24 heures plus tôt, il pourrait utiliser le paiement anticipé pour rembourser Aurora. Il pourrait inverser le scénario. Il se précipita à son bureau et composa la ligne privée du général Holloway. Cela sonna 4 fois. « C'est Holloway. » La voix rude répondit. « Général, c'est Caleb Sterling. » Caleb força un rire, essayant de paraître léger. « Je pensais juste, pourquoi attendre jusqu'à demain? J'ai les papiers prêts. Faisons dîner ce soir. Signons l'accord. Célébrons le futur de la guerre. Ma gâterie. » Il y eut un long silence à l'autre bout. « Monsieur Sterling, » le général dit, sa voix baissant d'une octave. « J'étais sur le point de vous appeler. Nous retirons l'accord. » Les genoux de Caleb fléchirent. Il s'enfonça dans son fauteuil en cuir. « Quoi? Pourquoi la technologie est parfaite? Vous l'avez dit vous-même. » « La technologie est bonne, » Holloway dit. Mais le département de la Défense a des directives strictes concernant la stabilité des fournisseurs. Nous avons reçu un dossier ce matin. Il concerne votre solvabilité et il concerne la propriété de votre propriété intellectuelle. Mon PA est à moi, Caleb cria. Pas selon le détenteur de privilèges, Holloway dit. Nous avons été informés qu'Aurora Holdings a placé un privilège sur vos algorithmes comme garantie pour des dettes impayées. Nous ne pouvons pas signer un contrat avec une compagnie qui pourrait ne pas posséder son propre produit d'ici vendredi. C'est un risque pour la sécurité nationale. Général, s'il vous plaît, l'accord est mort. Caleb, ne me contactez plus. La ligne se coupa. Caleb laissa tomber le téléphone. Il cliqueta sur le bureau en acajou. Mort. Tout était mort. Il se leva et marcha vers la fenêtre du sol au plafond. Il regarda la ville qu'il pensait posséder. Il vit un panneau d'affichage à Times Square, visible depuis son bureau. C'était une annonce pour un gala de charité ayant lieu cette nuit-là, le gala de la Fondation Kensington soutenant les femmes dans la technologie. Le visage sur le panneau d'affichage était celui d'Isabelle. Elle avait l'air royale, puissante et absolument intouchable. Une rage monta dans la poitrine de Caleb, chaude et aveuglante. Elle avait planifié ça. Elle l'avait chronométré parfaitement. Elle l'a dépouillé de sa femme, de sa maîtresse, de sa compagnie et de son futur en l'espace de 12 heures. Il saisit une carafe de whisky en cristal et la lança à la fenêtre. Elle se brisa contre le verre renforcé, liquide ambré coulant comme des larmes. « Tu penses que tu as gagné, Isabelle. » Il grogna, son reflet déformé dans le verre. « Je n'ai pas fini. J'ai encore les cartes que tu ne connais pas. »
Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite clé USB cryptée. La vraie saleté. Le grattage de données illégal qu'il avait fait il y a 2 ans pour prendre l'avantage sur ses concurrents. Le genre de données qui pourrait faire chanter la moitié du Sénat. Il ne l'avait jamais utilisé parce que c'était trop dangereux. Mais maintenant, il n'avait plus rien à perdre. Il allait tout brûler. Il marcha à son ordinateur, brancha le lecteur et commença à taper. S'il tombait, il emmenait toute l'industrie avec lui. Mais comme ses doigts volaient sur le clavier, un message apparut sur son écran. Une boîte rouge avec une icône de crâne. Verrouillage du système initié. Accès administrateur révoqué. Non, non, non. Caleb martela les touches. Une fenêtre vidéo s'ouvrit sur son écran. C'était un flux en direct. Il montrait la salle des serveurs au sous-sol du bâtiment. Des hommes en costume sombre tiraient des disques durs des racks et debout là, les dirigeants étaient un homme que Caleb reconnut. C'était Arthur Penelaghan, son propre avocat. Caleb saisit son téléphone et appela Arthur. Arthur répondit à la première sonnerie, regardant directement dans la caméra de sécurité dans la salle des serveurs, faisant signe à Caleb à travers le moniteur. « Arthur, qu'est-ce que tu fais, bon sang? » Caleb cria. « Je suis en train d'atténuer la responsabilité, Caleb. » Arthur dit sa voix minuscule à travers le téléphone et les haut-parleurs de l'ordinateur. « Vous voyez, quand Aurora Holdings m'a contacté il y a 1 heure et a souligné que mes honoraires pour les 3 dernières années étaient payés avec, appelons les fonds détournés. Ils m'ont offert un accord. Immunité de poursuite si je remettais les preuves de votre exploitation de données illégales. 3 traîtres. C'est juste les affaires. Caleb, Arthur sourit, un requin sentant le sang. Tu m'as appris que la loyauté est juste une ligne sur une feuille de budget, et la tienne vient de rebondir. L'écran devint noir. Caleb s'assit dans le bureau sombre, la seule lumière venant de la ville à l'extérieur. Il était complètement enfermé. Pas d'avocat, pas de compagnie, pas d'argent, pas de levier. Mais l'esprit humain est une chose étrange. Quand dépouillé de toutes options logiques, il se tourne vers l'illogique, les primals. Caleb ouvrit son tiroir de bureau, poussa de côté les stylos en or et les balles anti-stress. Sa main se referma autour de l'acier froid d'un revolver à canon court qu'il gardait pour sa protection. Il n'allait pas l'utiliser sur lui-même. Il était trop narcissique pour cela. « Elle veut d'une guerre, » Caleb murmura, vérifiant le barillet. « Je lui donnerai une guerre. Mais je vais la regarder dans les yeux quand je le ferai. » Il glissa le pistolet dans sa ceinture, boutonna sa veste et sortit du bureau. Il avait une dernière destination, le Gala Kensington. La grande salle de bal de l'Hôtel Pierre était une galaxie de lustres en cristal et d'argent d'ancien. C'était le genre de pièce où le silence était cher et le rire coûtait encore plus cher. Ce soir, c'était la scène pour le gala de la Fondation Kensington, l'événement social de la saison. Caleb Sterling entra non par les portes d'entrée où les paparazzi clignotaient comme des orages, mais par l'entrée de service de la cuisine. Il connaissait la disposition. Il avait assisté à une 12aine d'événements ici à son apogée. Mais ce soir, il ne sentait pas le parfum et le succès. Il sentait le whisky éventé de pluie et la sueur froide. Il se déplaça à travers la cuisine animée, se fondant dans les ombres, esquivant les serveurs portant des plateaux de caviar et de foie gras. Sa main effleura l'acier froid du revolver glissé dans sa ceinture. C'était un poids lourd et rassurant contre sa peau. Il poussa les portes battantes et se glissa à l'arrière de la salle de bal. La vue qui l'accueillit le frappa comme un coup physique. Tout le monde était là. Le maire, le gouverneur, les rivaux technologiques qu'il avait passé des années à essayer d'écraser, les banquiers qui lui avaient refusé des prêts au premier jour. Et ils regardaient tous dans une direction vers la scène. Debout au podium, baignée dans un projecteur qui faisait briller sa peau comme de la porcelaine, était Isabelle. Elle avait l'air magnifique. Elle portait une robe de velours bleu nuit qui épousait sa silhouette, un contraste frappant avec la femme au foyer invisible qu'elle avait été pendant 10 ans. Elle parla avec une confiance qui commandait la pièce, sa voix amplifiée par les haut-parleurs, nette et claire.
Pendant trop longtemps, Isabelle disait, nous avons permis que l'innovation soit dirigée par l'avidité plutôt que l'humanité. Nous avons célébré des hommes qui cassent des choses juste pour dire qu'ils les ont construites. Une ondulation de rire poli et d'applaudissements traversa la foule. Caleb serra les dents. Elle parlait de lui. Mais ce soir, Isabelle continua, marque un nouveau chapitre. Aurora Holdings s'engage à 1 milliard de dollars pour le développement technologique éthique. Nous reprenons le futur des mains des égoïstes. La pièce éclata, une ovation debout. Caleb regarda des hommes. Il considérait ses alliés hommes. Il avait joué au golf avec des hommes avec qui il avait fait des accords de poignée de main illégaux, se leva et acclama la femme qui le détruisait. Se racle la gorge, fraude. Caleb siffla. Vous êtes tous des fraudes. Il repéra un visage familier près du devant. C'était le général Holloway. L'homme qui avait rompu son contrat il y a des heures levait maintenant un verre à Isabelle. La vision de Caleb se troubla de rage rouge. Il commença à se frayer un chemin à travers la foule. Il ne se souciait pas des escaliers. Il ne se souciait pas des chuchotements qui commencèrent alors qu'il bousculait la femme d'un sénateur. « Hé, attention !» un homme s'exclama. Caleb l'ignora. Il garda ses yeux fixés sur Isabelle. Elle le vit. Elle arrêta d'applaudir. Son expression ne changea pas en peur. Elle ne changea pas en colère. Elle se transforma en un regard de déception profonde et compatissante. Elle tapota le microphone. « Mesdames et messieurs, elle dit, sa voix coupant à travers le murmure. Il semble que nous ayons un invité non invité, un fantôme du passé. » Le projecteur pivota, aveuglant Caleb. Il leva la main pour protéger ses yeux, clignant rapidement. La pièce tomba dans un silence mortel. Caleb, Isabelle dit, sa voix faisant écho. « Tu as l'air terrible. » Caleb baissa sa main. Il se tenait seul dans le cercle de lumière, la foule se séparant autour de lui comme s'il était contagieux. Il vit les regards sur leurs visages, dégoût, choc, amusement. « Tu l'as volé !» Caleb cria, sa voix se brisant. « Tu as volé ma compagnie. Tu as volé ma vie. J'ai repris mon investissement. » Isabelle corrigea calmement. « Il y a une différence. J'ai construit Sterling Dynamics. » Caleb rugit, s'avançant. « Moi, j'ai passé les nuits à coder. J'ai pris les risques. Tu es resté à la maison à boire du thé. Je suis resté à la maison à équilibrer tes livres pour que tu n'ailles pas en prison pour fraude fiscale en 2017. » Isabelle répondit, son ton conversationnel. « Je suis resté à la maison à planir les désastres de relations publiques que tu as causés quand tu as harcelé tes employés. Je suis resté à la maison, Caleb, empêchant ton château de cartes de s'envoler au vent. Et tu m'as remboursé en amenant ta maîtresse dans mon lit. » Un halètement traversa la pièce. Elle ment. Caleb se tourna vers la foule, désespéré. « Général Holloway, vous me connaissez, nous avions un accord. » Général Holloway tourna le dos, sirotant son champagne. « Ne vous détournez pas de moi. » Caleb cria. Il plongea la main dans sa veste. « Sécurité. » Quelqu'un cria. 3 grands hommes en costume noir se matérialisèrent des bords de la pièce, mais Caleb fut plus rapide. Il sortit le revolver. Des cris éclatèrent. La foule se dispersa, des diamants étincelants, alors que des corps plongeaient sous les tables. « Restez en arrière !» Caleb cria, agitant l'arme sauvagement. « Personne ne me touche. Je veux la vérité. Je veux que tout le monde sache qu'elle est une sorcière qui m'a piégé. » Il visa l'arme sur Isabelle. Elle ne sia pas. Elle ne se cacha pas derrière le podium. Elle se tenait droite, ses mains posées sur le bois, le regardant. « Vas-y, Caleb, » elle dit doucement. « Appuie sur la gâchette. Prouve que j'ai raison. Prouve que tu es exactement l'homme violent, instable, le petit homme que mon grand-père savait que tu étais. » « Tais-toi. » La main de Caleb tremblait. « Tu ne me connais pas. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. » Isabelle dit, « Je sais que tu ne vas pas me tirer dessus, parce que si tu me tires dessus, tu perds la seule personne dans cette pièce qui se soucie assez pour te regarder.
Tous les autres ici pour eux, tu es déjà mort. Tu es un ticker boursier raté, un mauvais investissement. Caleb fixa. La vérité de ces mots le perça plus profondément que n'importe quelle balle ne l'aurait pu. Il regarda autour de la pièce. Peur, oui, mais surtout indifférence. Ils attendaient que le spectacle finisse pour pouvoir retourner à leur boisson. Il n'était pas un monstre pour eux. Il était une nuisance. Caleb bégaya. Le pistolet semblait lourd, impossible à tenir. Laisse-le tomber, Caleb, Isabelle commanda. J'ai un levier, Caleb murmura, son esprit se fracturant. Le grand livre noir, le lecteur de sauvegarde. Je l'ai. Je peux les ruiner tous. Il fit un geste avec l'arme vers l'élite cachée. J'ai les données, Isabelle soupira. Le lecteur dans ta poche, celui qu'Arthur t'a aidé à crypter. Caleb se figea. Comment sais-tu qu'Arthur travaille pour moi? Caleb, Isabelle dit, il le fait depuis 6 mois. Le lecteur dans ta poche est vide. Nous l'avons effacé à distance quand tu es entré dans le bâtiment. Caleb plongea la main dans sa poche avec sa main libre, sortant le lecteur. Il le fixa. Vérifie si tu veux, Isabelle dit. Mais je pense que tu sais que je dis la vérité. La réalisation le submergea. Se racle la gorge. Il était complètement, totalement vidé. Il n'y avait pas d'as dans le trou. Il n'y avait pas d'arme secrète. Il laissa l'arme tomber de ses doigts. Il frappa le tapis avec un bruit sourd. Avant qu'il ne puisse prendre une respiration, les gardes de sécurité étaient sur lui. Il fut plaqué au sol, son visage pressé dans le tapis en laine chair. Les menottes se fermèrent sur ses poignets. Comme il était traîné sur ses pieds, il regarda la scène une dernière fois. Isabelle ne le regardait plus. Elle s'était retournée vers le microphone. « Mes excuses pour l'interruption, » elle dit à la foule. « Devons-nous continuer avec l'enchère? » Les applaudissements recommencèrent plus fort qu'avant. Caleb fut traîné hors de la salle de bal, le son des applaudissements le suivant comme un dirge funéraire. Ils ne le menèrent pas au poste de police, pas encore. L'équipe de sécurité privée, la sécurité privée d'Aurora, traîna Caleb hors de la sortie arrière et le jeta à l'arrière d'une camionnette noire. Il s'assit là dans le noir, menotté, frissonnant alors que l'adrénaline s'effondrait, le laissant avec un mal de tête qui semblait être une perceuse dans sa tempe. La camionnette roula pendant 30 minutes. Quand elle s'arrêta, les portes s'ouvrirent pour révéler une ruelle glissante de pluie dans un quartier industriel de Queens. Sort, un garde grogna. Caleb trébucha sur l'asphalte mouillé. « Où sommes-nous? Allez-vous me tuer? » Le garde rit. « Mademoiselle Kensington ne vous veut pas mort, Monsieur Sterling. Les hommes morts ne souffrent pas. Elle veut juste que vous compreniez votre nouvelle position dans la chaîne alimentaire. » Le garde plongea la main dans la camionnette et jeta un sac en plastique aux pieds de Caleb. « Vos effets personnels. Téléphone, portefeuille, clé. » Caleb se précipita pour les ramasser avec ses mains menottées. « Attendez, ils avaient déverrouillé les menottes avant de le pousser dehors. » Il se frotta les poignets, saisissant le téléphone. « Ma voiture, » Caleb demanda. « Mise en fourrière, » le garde dit, remontant dans la camionnette. « Bonne chance, Caleb. » La camionnette démarra en trombe, éclaboussant de l'eau sale sur le pantalon de Caleb. Caleb se tenait seul sous la pluie. Il vérifia son téléphone. Batterie morte. Il vérifia son portefeuille. Ses cartes de crédit étaient là. Il laissa échapper un souffle de soulagement. Il pourrait prendre un hôtel. Il pourrait recharger son téléphone, appeler un avocat qui n'était pas Arthur et comprendre cela. Il était Caleb Sterling. Il pourrait reconstruire. Il marcha 3 pâtés de maison jusqu'à ce qu'il trouve une bodega salle ouverte 24 heures. Il acheta un chargeur et une bouteille d'eau. Quand il alla payer, il claqua sa liste AMX noire sur le comptoir. Le commis la passa. Bip. Refusé. Caleb fronça les sourcils. Essaie encore. Il n'a pas de limite. Bip. Refusé, mon pote. Il dit carte à récupérer. Essaie la visa. Caleb claqua, tendant une autre carte. Bip. Refusé. La carte master.
Bip refusé. Le commis le regarda avec suspicion. « Tu as de l'argent ou tu me fais juste perdre mon temps? » Caleb ouvrit le porte-billets de son portefeuille. Il était vide. Il tapota ses poches. Rien. L'argent qu'il portait habituellement avait été dans la poche de sa veste, qu'il a dû laisser dans la limousine ou non. Les gardes de sécurité, ils ont dû prendre l'argent. J'ai besoin de faire un appel, Caleb plaida. Téléphone public dehors, le commis pointa. Seulement des pièces de 25 cents. Caleb sortit vaincu. Il n'avait pas de pièces de 25 cents. Il s'assit sur le trottoir, la pluie s'infiltrant à travers son cher costume italien, le ruinant au-delà de toute réparation. Il était sans abri. Il était sans le sou. Et il était dans le Queens. Une pensée lui vint. Jasmine, elle l'avait quitté, oui, mais ils avaient une histoire. Elle avait un appartement à Brooklyn, un appartement pour lequel il avait payé la caution. Elle ne le laisserait pas dans la rue. Il avait besoin d'aller à Brooklyn. Il passa les 3 heures suivantes à marcher. Ses chaussures de ville lui firent des ampoules aux pieds. Ses cheveux étaient collés à son crâne. Il fut sifflé par des adolescents et aboyé par des chiens errants. Au moment où il atteignit le bâtiment de Jasmine, il était 3 du matin. Il sonna à son interphone. Pas de réponse. Il sonna encore et encore. Finalement, une voix grésilla. « Qui est-ce, Jasmine? »« C'est moi. C'est Caleb. » Silence. « Jasmine, s'il te plaît. » « Ils ont tout pris. Mes cartes sont gelées. J'ai juste besoin d'un endroit pour dormir. Juste pour cette nuit. Je trouverai une solution demain. » Caleb. Sa voix sonnait étrange, serrée. « Oui, bébé, c'est moi. Ouvre la porte. »« Je ne peux pas. »« Pourquoi pas? »« Parce qu'il est ici. » Caleb se figea. « Lui? Qui est-il? »« Mon nouveau petit ami, » Jasmine dit. « Écoute, Caleb, tu dois partir. S'il te trouve ici, chérie, tu as un nouveau petit ami. »« Ça fait 12 heures, » Caleb cria à l'interphone. « Qui est-il? A-t-il plus d'argent que moi? » En fait, une voix masculine vint par l'interphone, une voix que Caleb reconnut. C'était Timothy Graves, son directeur financier, l'homme qui avait paniqué au téléphone plus tôt. « Timothy, » Caleb murmura. « Hey, Caleb, » Timothy dit, sonnant remarquablement calme. « Désolé pour ça, mais quand le navire coule, tu saisis le radeau de sauvetage le plus proche. Jasmine et moi, eh bien, nous avons trouvé que nous avons beaucoup en commun. Principalement, un désir de rester employé par Aurora Holdings. Tu travailles pour elle. » Isabelle m'a offert un bonus de rétention, Timothy expliqua. Un très généreux, à condition que je coopère pleinement avec la transition. Eh bien, Jasmine vient avec le territoire. 3 petites bellettes traîtres. Caleb donna un coup de pied à la porte. « Je t'ai fait. Tu m'as crié dessus. » Timothy corrigea. « Et tu m'as sous-payé. Rentre chez toi, Caleb. Oh, attends, tu n'en as pas. » L'interphone s'éteignit. Caleb glissa le long du mur de briques jusqu'à ce qu'il atteigne le trottoir. Il tira ses genoux à sa poitrine. Il avait ri. C'est ce qu'il se souvenait le plus vivement maintenant. Assis dans cette salle de conférence, faisant tourner son stylo, riant du silence d'Isabelle. Il avait pensé que son silence était soumission. Il réalisa maintenant que c'était le silence d'un prédateur attendant que la proie entre dans le piège. Il avait froid, il avait faim, et pour la première fois de sa vie, il était complètement invisible. Comme le soleil commençait à se lever, jetant une lumière grise sur la ville, une voiture de ville noire s'arrêta au trottoir devant lui. La fenêtre descendit. Ce n'était pas Isabelle, c'était Monsieur Blackwood, l'avocat. « Monsieur Sterling », Blackwood dit, regardant l'homme frissonnant avec dégoût. « Êtes-vous ici pour me narguer? » Caleb croissa. « Je suis ici pour délivrer un message », Blackwood dit. Il tendit une main par la fenêtre, tenant une simple enveloppe blanche. Caleb tendit des doigts tremblants et le prit. « Qu'est-ce que cette guerre? »« Un choix, » Blackwood dit. « Mademoiselle Kensington n'est pas cruelle, elle est juste. » À l'intérieur de cette enveloppe se trouve un billet de bus aller simple pour Omaha, Nebraska.
Il y a aussi un chèque de banque de 5 000 $ et une offre d'emploi. Une offre d'emploi. Caleb cligna des yeux, gérant adjoint dans une franchise Radio Shack. Blackwood dit, un fantôme de sourire touchant ses lèvres. Elle est détenue par une filiale d'Aurora Holdings. Elle paie le salaire minimum, mais elle vient avec une assurance maladie. Caleb fixa l'enveloppe. Radio Shack. C'est un humble début, Monsieur Sterling. Mais vous prétendez être un homme auto-fait. Voici votre chance de le prouver. Construisez un empire depuis le sol de vente. Et si je refuse, alors l'enquête de la SEC procède. Blackwood dit simplement, la peine de prison pour la fraude que nous avons découverte sur vos disques est d'environ 15 à 20 ans. Le choix est le vôtre. Omaha ou Ossining. La fenêtre remonta. La voiture de ville s'éloigna, disparaissant dans la brume matinale. Caleb s'assit sur le trottoir, tenant l'enveloppe. Il regarda la ligne d'horizon de Manhattan de l'autre côté de la rivière, les tours de verre et d'acier où il avait été un roi. Il regarda le billet de bus. Départ de l'autorité portuaire 7 du matin. Se racle la gorge. Il avait 1 heure. Il se leva ses articulations, faisant éclater son corps endolori. Il ne regarda pas en arrière vers l'appartement de Jasmine. Il ne regarda pas en arrière vers la ville. Il se tourna et commença à boiter vers la station de métro. Le rire était parti. Tout ce qui restait était la longue et dure route de la réalité. 6 mois plus tard, le vent d'hiver à Omaha, Nebraska coupa à travers le fin polyester du polo rouge de Caleb. L'étiquette nominative épinglée à sa poitrine lisait « Caleb stagiaire ». Il se tenait derrière le comptoir du magasin d'électronique, fixant un mur de télévision de milieu de gamme. Sur les écrans, un réseau d'information mondial diffusait un reportage spécial sur le philanthrope technologique de l'année. C'était Isabelle. Elle se tenait dans un vignoble à Bordeaux, tenant un verre de vin, riant avec un groupe d'investisseurs souriants. Elle avait l'air plus jeune, plus légère et radieusement heureuse. Le chiron sous elle lisait « Isabelle Kensington, la femme qui a sauvé la technologie éthique. »« Hey, mon pote !» un client cria, claquant ses doigts devant le visage de Caleb. « J'ai dit, avez-vous ces batteries en double A? » Caleb cligna des yeux, retirant ses yeux de l'écran. Dans sa vieille vie, il aurait fait escorter Tom par la sécurité pour avoir respiré trop bruyamment. Dans sa vieille vie, il était un dieu. « Je suis désolé, monsieur, » Caleb dit. Sa voix humble parlait moi de solitude et le salaire minimum. Allée 4, étagère du bas. Il était temps, le client grommela, s'éloignant. Caleb regarda à nouveau l'écran juste au moment où la caméra zoomait sur le visage d'Isabelle. Pendant une fraction de seconde, il sembla qu'elle regardait juste à travers l'objectif, juste à travers l'océan et directement dans ce magasin poussiéreux dans un centre commercial. Elle n'avait plus l'air en colère. Elle avait juste l'air libre. Caleb regarda ses mains. Elles étaient plus rugueuses maintenant, calleuses du déchargement des camions de livraison. Il ramassa un pistolet de lecture et se remit au travail. Il avait perdu les milliards, les costumes et la célébrité. Mais comme il stockait les batteries sur l'étagère du bas, il réalisa qu'il avait gagné quelque chose qu'il n'avait jamais eu quand il était au sommet. La connaissance de ce que les choses coûtaient réellement. Il partait de zéro. Et cette fois, il devrait le construire lui-même. Wow, quel voyage! Des hauteurs d'un penthouse de Manhattan aux humbles allées d'un magasin d'électronique dans le Nebraska, Caleb Sterling a certainement appris à la dure qu'il ne faut jamais mordre la main qui vous nourrit, surtout quand cette main appartient à une secret AIS comme Isabelle. C'est un rappel classique que l'arrogance est une lourde dette, et finalement la vie vient collecter avec des intérêts. Caleb pensait qu'il était le roi du monde, mais il a oublié qu'un roi n'est rien sans son royaume. Et Isabelle détenait les clés du château depuis le début. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance dramatique et de justice karmique, s'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Qu'en pensez-vous? Caleb a-t-il mérité son destin à Omaha ou Isabelle était-elle trop dure?
Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque seul et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine histoire. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine